Les trois guerres d'Émile Zola. La guerre. En France, dans ma génération, la génération des hommes qui ont dépassé la cinquantaine, ce mot terrible éveille surtout trois souvenirs. Ceux de l'expédition de Crimée, de la campagne d'Italie et de nos désastres de 1870. Quelle victoire, quelle défaite et quelle leçon! Certes, la guerre est maudite. C'est une affreuse chose que de s'égorger entre peuples. Dans nos idées humanitaires de progrès, la guerre doit disparaître. Le jour où les nations échangeront entre elles un baiser de paix. Il y a de très grands esprits qui, par-dessus la patrie, voient l'humanité et qui prophétisent la concorde universelle. Mais comme ces théories tombent le jour où la patrie est menacée, les philosophes eux-mêmes prennent un fusil et font le coup de feu. Toutes les assurances de fraternité cessent. On n'entend plus qu'un cri d'extermination sortir de la poitrine du peuple entier. C'est que la guerre est une sombre nécessité, comme la mort. Peut-être faut-il du fumier pour que la civilisation fleurisse. Il faut que la mort affirme la vie, et la guerre ressemble à ces cataclysmes du monde antédiluviens qui préparaient le monde de l'homme. Nous sommes devenus tendres. Nous nous lamentons à chaque existence qui s'en va. Savons-nous cependant combien il faut d'existences en plus ou en moins pour équilibrer la vie de la Terre? Nous cédons à cette idée qu'une existence est sacrée. Peut-être le fatalisme antique qui assistait au massacre des premiers âges, sans se perdre dans l'utopie d'une fraternité universelle, avait-il une grandeur plus vraie? Rester viril, accepter cette sombre besogne que fait la mort dans la nuit, où personne n'a pu lire, se dire qu'on meurt quand même, et qu'il y a simplement des heures où l'on meurt davantage. C'est en somme l'attitude du sage. Ceux qui se fâchent contre la guerre devraient se fâcher contre toutes les infirmités humaines. Les philosophes attendris, qui l'ont maudite avec le plus de violence, ont dû reconnaître eux-mêmes qu'elle resterait l'arme du progrès, jusqu'au jour où la civilisation idéale étant conquise, on fêterait la paix éternelle entre les peuples. Seulement cette civilisation idéale se trouve tellement reculée dans le bien de l'avenir qu'on se battra certainement encore pendant des siècles. Il est de grand ton aujourd'hui de regarder la guerre comme un vieux restant de barbarie dont la République nous débarrassera un jour. Mais qu'un cri d'alarme retentisse à la frontière, qu'un clairon sonne dans la rue, et tous demandent des armes. La guerre est dans le sang de l'homme. Victor Hugo a écrit que les rois seuls voulaient la guerre, lorsque les peuples avaient l'unique désir d'échanger des embrassades. Hélas, ce n'est là qu'un vœu poétique. Le poète a été le grand prêtre de cette paix rêvée dont je parlais. Il célébrait les États-Unis d'Europe. Il mettait en avant la fraternité des peuples. Il prophétisait le nouvel âge d'or.
rien de plus doux ni de plus large. Mais il importe peu d'être frère. Il faut s'aimer avant tout. Et les peuples ne s'aiment pas. Un mensonge est mauvais, par cela seul qu'il est un mensonge. Certes, un monarque, se voyant en péril, peut tenter le sort des armes contre une nation voisine pour consolider sa dynastie dans la victoire. Seulement, dès la première victoire ou la première défaite, le peuple fait la guerre sienne, et c'est pour lui qu'il se bat. S'il ne se battait pas pour lui, il ne se battrait pas. Et que dire des guerres véritablement nationales? Admettez qu'un jour, la France et l'Allemagne se retrouvent en présence. République, empire ou royauté. Le gouvernement ne comptera pas. Ce sera la nation entière qui se lèvera. D'un bout à l'autre du pays passera un grand frisson. Les trompettes sonneront toutes seules pour appeler les hommes. Voici 20 ans que la guerre dans notre sol germe malgré nous, et elle sortira de chaque sillon comme une moisson débordante, si jamais l'heure doit venir. 3 fois dans ma vie, je le répète, j'ai senti le vol de la guerre passer au-dessus de la France, et je n'oublierai jamais le bruit particulier que font ses ailes. C'est d'abord comme une rumeur lointaine. On devine l'approche d'un grand vent. La rumeur s'accroît, le fracas éclate, et toutes les poitrines battent. Un vertige d'enthousiasme, un besoin de tueries et de victoire s'empare de la nation. Puis, quand les hommes sont partis, quand le bruit s'est perdu, un silence anxieux règne. Toutes les oreilles se tendent pour entendre le premier cri de l'armée. Sera-ce un cri de triomphe ou un cri de défaite? Moment terrible. Des nouvelles contradictoires arrivent. On se jette sur les moindres renseignements. On commente chaque mot, jusqu'à l'heure où la vérité est connue. Et quelle heure de joie délirante ou d'affreux désespoir. J'avais 14 ans à l'époque de la guerre de Crimée. J'étais alors pensionnaire au collège d'Aix. Enfermé avec 200 ou 300 autres galopins dans un ancien couvent de bénédictines, dont les longs corridors et les vastes salles gardaient une grande mélancolie. Mais les 2 cours étaient gaies, sous ce ciel splendide du midi, élargissant son immensité bleue. J'ai conservé de ce collège un tendre souvenir, malgré les souffrances que j'y ai endurées. J'avais donc 14 ans. Je n'étais plus un gamin, et j'ai pourtant conscience aujourd'hui de la parfaite ignorance du monde dans lequel nous vivions. Au fond de ce trou perdu, l'écho des grands événements arrivait à peine. La ville, avec sa tristesse d'ancienne capitale morte, sommeillait au milieu de la campagne aride. Et le collège, près des remparts, dans un quartier désert, dormait plus profondément encore. Je ne me rappelle pas qu'une seule catastrophe politique en ait passé les murailles, pendant que j'y étais cloîtré. Seule la guerre de Crimée nous remua. Et encore est-il à croire que des semaines se passèrent avant que le bruit en vînt jusqu'à nous.
Lorsque j'évoque mes souvenirs de cette époque, je souris de ce que la guerre était alors pour nous autres, écoliers de province. D'abord, tout restait dans un grand vague. Le théâtre de la lutte était si éloigné, si perdu, dans un pays étrange et barbare, que nous pensions assister à la réalisation d'un conte des 1001 nuits. Nous ne savions pas au juste où l'on se battait, et je ne crois pas que nous ayons eu un seul instant la curiosité de consulter les atlas qui se trouvaient entre nos mains. Il faut dire que nos professeurs nous entretenaient dans une ignorance absolue du monde moderne. Eux lisaient les journaux, connaissaient les nouvelles, mais jamais ils n'ouvraient la bouche de ces choses. Et si nous les avions interrogés, ils nous auraient renvoyés rudement à nos thèmes et à nos versions. Nous ne savions rien d'exact, si ce n'était que la France se battait en Orient pour des raisons qui nous échappaient. Cependant, certains points lumineux surgissaient. Nous répétions les plaisanteries classiques sur les Cosaques. Nous savions les noms de 2 ou 3 généraux russes, et nous n'étions pas éloignés de nous figurer ces généraux avec des têtes de monstres, dévorant les petits enfants. D'ailleurs, nous n'admettions pas une minute que les Français puissent être vaincus. Cela nous aurait paru contre nature. Puis il y avait des trous. Comme la campagne se prolongeait, nous restions des mois à oublier qu'on se battait, jusqu'au jour où quelques rumeurs nous remettaient en haleine. Je ne pourrais dire si nous avons connu en leur temps les batailles, si nous avons reçu la secousse que la prise de Sébastopol détermina en France. Tout cela demeure confus. Virgile et Homère étaient pour nous des réalités plus inquiétantes que les querelles contemporaines des nations. Je me souviens seulement qu'un jeu fut un moment très en faveur dans nos cours. Nous nous divisions en 2 camps adverses. Nous tracions à terre 2 lignes, et il s'agissait de se battre réciproquement. C'était le jeu de barres simplifié. L'un des camps représentait l'armée russe, l'autre l'armée française. Naturellement, les Russes devaient être vaincus, mais le contraire arrivait parfois, et c'était alors une fureur extraordinaire, un effroyable tapage. Au bout de 8 jours, le proviseur fut forcé d'interdire ce joli jeu. 2 élèves avaient dû être conduits à l'infirmerie, la tête fendue. Parmi les plus glorieux dans ces combats, il y avait un grand blond, qui se faisait toujours nommer général. Louis d'une vieille famille bretonne, qui était venu se fixer dans le Midi, prenait des allures de conquérant. Il était très souple et très fort aux exercices corporels. Je le revois avec un mouchoir noué au front en guise de panache, les reins serrés dans une ceinture de cuir, enlevant ses soldats d'un geste de la main, comme d'un grand geste d'épée. Il faisait notre admiration, et nous éprouvions même quelque respect pour lui. Chose singulière, il avait un frère jumeau, Julien, beaucoup plus petit que lui, frêle et maladif, auquel ces jeux violents répugnaient beaucoup. Quand nous nous séparions en 2 camps, il s'écartait, s'asseyait sur un banc de pierre, et de là il nous regardait de ses yeux tristes et un peu effrayés. Un jour, Louis, bousculé, assailli par toute une bande, étant tombé sous les coups,
Julien avait poussé un cri, blême, frissonnant, pâmé comme une femme. Les deux frères s'adoraient. Et pas un de nous n'aurait osé plaisanter le petit sur son peu de courage, par terreur du grand. Le souvenir des deux jumeaux est intimement lié, en moi, au souvenir de cette époque. Vers le printemps, j'étais devenu demi-pensionnaire. Je ne couchais plus au collège, et j'y arrivais seulement le matin pour l'étude de 7 heures. Les deux frères, eux aussi, étaient demi-pensionnaires. Tous les trois, nous étions inséparables. Comme nous logions dans la même rue, nous nous attendions pour nous rendre au collège ensemble. Louis, très précoce, et qui rêvait des aventures, nous débaucha. Il fut convenu que nous partirions de chez nous à 6 heures, et que nous aurions 1 heure d'entière liberté, pendant laquelle nous pourrions faire les hommes. Pour nous, faire les hommes consistait à fumer des cigares et à aller boire des petits verres chez un liquoriste borgne que Louis avait découvert dans une ruelle écartée. Les cigares et les petits verres nous rendaient effroyablement malades. Mais quelle émotion lorsque nous entrions chez le liquoriste, en jetant un regard à droite et à gauche, pour voir si personne ne nous apercevait. Ces belles équipées avaient lieu vers la fin de l'hiver. Je me rappelle certaines matinées où l'eau tombait à torrents. Nous pataugions, nous arrivions trempés à l'étude. Puis les matinées devinrent tièdes et claires, et alors une folie nous prit, celle d'aller voir partir les soldats. Aix se trouve sur la route de Marseille. Des régiments entraient dans la ville par la route d'Avignon. Ils y couchaient une nuit, et le lendemain ils repartaient par la route de Marseille. À cette époque, on envoyait des renforts en Crimée, de la cavalerie surtout et de l'artillerie. Pas une semaine ne s'écoulait sans qu'il passât des troupes. Un journal de la localité annonçait même à l'avance ces mouvements, pour que les habitants chez qui les hommes logeaient fussent prévenus. Seulement, nous ne lisions pas le journal, et notre grand souci était de savoir chaque jour s'il y aurait un départ le lendemain. Comme les départs avaient lieu à 5 heures du matin, nous étions obligés de nous lever de très bonne heure, souvent inutilement. Quel temps heureux! Louis et Julien venaient m'appeler du milieu de la rue, où pas un habitant ne se montrait encore. Je descendais à la hâte. Il faisait un peu froid, malgré la douceur printanière des journées. Et nous allions tous les trois au travers de la ville déserte. Quand un régiment devait partir, les soldats se réunissaient sur le cours, devant un hôtel où le colonel logeait d'habitude. Aussi, dès que nous débouchions par la rue d'Italie, allongions-nous la tête avec anxiété. Si le cours était vide, c'était une désolation. Et souvent, il était vide. Alors, sans le dire, nous regrettions notre lit. Nous traînions les pieds jusqu'à 7 heures, ne sachant à quoi employer notre liberté. Mais quelle joie aussi, lorsque, au détour de la rue, nous apercevions le cours plein d'hommes et de chevaux. Dans le petit froid du matin, montait un brouhaha extraordinaire. Des soldats arrivaient de toutes parts, pendant que des tambours roulaient et que des clairons sonnaient. Les officiers avaient grand-peine amassé leurs hommes sur cette promenade.
Pourtant l'ordre s'établissait peu à peu, les rangs se formaient, et nous causions avec les hommes. Nous nous glissions sous les pieds des chevaux, au risque de nous faire écraser. D'ailleurs, nous n'étions pas les seuls à jouir du spectacle. Des petits rentiers apparaissaient, un à un, des bourgeois matineux, toute la population qui sort de bonne heure. Bientôt il y avait foule, le soleil se levait, l'or et l'acier des uniformes resplendissaient dans la claire matinée. Nous avons vu ainsi sur le cours de la ville paisible, encore lourde de sommeil, des dragons, des chasseurs à cheval, des lanciers, toutes les armes de la grosse cavalerie et de la cavalerie légère. Mais ce que nous préférions, ce qui excitait en nous le plus vif enthousiasme, c'étaient les cuirassiers. Cela nous éblouissait, assis carrément sur leurs gros chevaux, avec l'astre éclatant de leur cuirasse sur la poitrine. Leurs casques s'allumaient au soleil levant. Leur rang était comme une file de soleil dont les rayons dansaient le long des maisons voisines. Quand les cuirassiers devaient partir, nous nous levions à 4 heures, avec la hâte de nous emplir les yeux de leur flamboiement. Cependant le colonel finissait par paraître. Le drapeau qui couchait chez lui se déployait. Et tout d'un coup, après 2 ou 3 commandements criés d'une voix forte, le régiment s'ébranlait. Il descendait le cours avec le premier trot des chevaux sur la terre dure. Un roulement grandissant qui faisait sauter nos cœurs dans nos poitrines. Et nous courions pour nous maintenir à la tête de la colonne, près de la musique, qui saluait la ville d'un pas redoublé. C'étaient d'abord 3 appels aigus de clairon, pour avertir les musiciens. Puis la fanfare éclatait en sonorités qui couvraient tout. Hors des portes, elle achevait son pas redoublé dans la campagne, où les dernières notes se perdaient. On tournait à gauche, on prenait la route de Marseille, une belle route plantée d'ormes séculaires. Les chevaux allaient au pas, un peu débandés sur cette large voie, blanche de poussière. Il nous semblait que nous partions nous aussi. La ville était loin, le collège était oublié. Nous tapions des talons, ravis de cette escapade. C'était chaque semaine notre départ pour la guerre. Ah, les belles matinées! Il était 6 heures. Le soleil déjà haut éclairait la campagne d'un grand rayon oblique. Une tiédeur frissonnait dans le petit souffle glacé du matin. Des bandes d'oiseaux s'envolaient des haies. Au loin, les prairies étaient baignées d'une vapeur rose. Et au milieu de cet horizon souriant, les beaux soldats, les cuirassiers luisants comme des astres, passaient avec leurs poitrines rayonnantes. La route tournait brusquement. Une large vallée se creusait. Jamais les bourgeois curieux n'allaient plus loin. Bientôt nous étions les seuls à nous entêter. Nous descendions la côte. Nous arrivions au pont qui enjambe la rivière, tout au fond. Là seulement une inquiétude nous prenait. Il devait être près de 7 heures. Nous avions le temps tout juste de revenir au galop, si nous ne voulions pas manquer le collège. Souvent nous nous laissions emporter, nous poussions plus loin encore, et ces jours-là nous faisions l'école buissonnière, polissonnant jusqu'à midi, nous cachant dans les trous d'herbe le long du torrent. D'autres fois,
nous nous arrêtions au pont, assis sur le parapet de pierre, ne perdant pas de vue le régiment qui montait, devant nous, l'autre versant de la vallée. C'était un spectacle bien émotionnant. La route escaladait la côte en ligne droite, pendant près de 2 kilomètres. Les chevaux ralentissaient encore le pas. On voyait les hommes diminuer dans le balancement rythmique de leur monture. D'abord, chaque cuirasse, chaque casque, était comme un soleil. Puis les soleils se rapetissaient, et bientôt ce n'était plus qu'une armée d'étoiles en marche. Enfin, les derniers hommes disparaissaient. La route restait nue. Du beau régiment qui était passé, il n'y avait plus qu'un souvenir. Nous n'étions que des enfants, mais tout de même ce spectacle nous rendait graves. À mesure que le régiment montait la côte, nous étions pris par un gros silence, les yeux fixés sur lui, désespérés à la pensée de le perdre. Et quand il avait disparu, nous avions la gorge serrée. Nous regardions encore un instant la roche lointaine derrière laquelle il venait de s'évanouir. Reviendrait-il jamais? Redescendrait-il un jour cette côte? Ces questions vaguement nous emplissaient de tristesse. Adieu, beau régiment. Julien surtout rentrait très las. Il ne nous accompagnait si loin que pour ne pas quitter son frère. Ses parties le courbaturaient, et il avait une peur atroce des chevaux. Je me souviens qu'un jour, attardés à la suite d'un régiment d'artillerie, nous passâmes la journée en plein champ. Louis était fou d'enthousiasme. Quand nous eûmes déjeuné d'une omelette dans un village, il nous mena à un trou de la rivière, où il voulut absolument prendre un bain. Ensuite, il parla de s'engager dès qu'il aurait l'âge. « Non, non !» cria Julien, en lui jetant les bras autour du cou. Il était tout pâle. Et son frère riait, l'appelait bête, mais lui répétait « On te tuerait, je le sais bien !» Ce jour-là, excité, plaisanté par nous, Julien vida son cœur. Il trouvait les soldats très laids. Il ne voyait pas ce qui pouvait nous séduire en eux. Les soldats étaient la cause de tout, parce que, s'il n'y avait pas eu de soldats, on ne se serait pas battu. Enfin, il abominait la guerre. Elle le terrifiait, et plus tard il saurait bien s'arranger de façon à ce que son frère ne partît pas. C'était comme une répugnance maladive, invincible. Des semaines, des mois s'écoulèrent. Nous nous étions lassés des régiments. Nous avions inventé un autre jeu, celui d'aller pêcher le matin des petits poissons de vase et de manger notre pêche dans un cabaret borgne. L'eau était glaciale. Julien prit une fluxion dont il faillit mourir. Au collège, on ne parlait plus de la guerre. Nous étions retombés plus profondément dans Homère et dans Virgile. Tout d'un coup, nous apprîmes que les Français avaient remporté la victoire, ce qui nous parut tout naturel. Puis des régiments se mirent à passer de nouveau en sens inverse. Ils ne nous intéressaient plus. Pourtant, nous en vîmes 2 ou 3 qui nous semblèrent moins beaux, diminués de moitié. Telle a été la guerre de Crimée en France pour des écoliers enfermés dans un collège de province.
En 1859, j'étais à Paris, au collège Saint-Louis, où j'achevais mes études. Justement, je me trouvais là avec mes deux condisciples d'Aix, Louis et Julien. Louis se préparait aux examens d'admission à l'école polytechnique. Julien avait décidé qu'il ferait son droit. Nous étions externes tous les trois. À cette époque, nous n'étions plus les sauvages qui ignoraient tout du monde contemporain. Paris nous avait déniaisés. Aussi, lorsque la guerre d'Italie éclata, étions-nous au courant des événements politiques qui l'avaient amenée. Nous raisonnions même cette guerre en stratégiste et en homme d'État. Ce fut alors une mode au collège de s'intéresser à la campagne et de suivre les mouvements des armées sur des cartes. À l'étude, nous pointions avec des épingles les diverses positions, nous livrions et nous gagnions des batailles. Pour se tenir au courant, on faisait une consommation effrayante de journaux. Nous arrivions les poches bourrées avec des épaisseurs de papier sous nos paletots, cuirassés des pieds à la tête. Et pendant les classes, les journaux circulaient, on négligeait les leçons, les devoirs, on se gorgeait de nouvelles derrière le dos de son voisin. Pour dissimuler les grandes feuilles, on les coupait en 4. On les ouvrait dans des livres. Les professeurs n'étaient pas toujours dupes, mais ils laissaient faire avec une tolérance d'hommes résignés à abandonner les paresseux à leur paresse. Dans les commencements, Julien haussait les épaules. Il s'était pris d'une belle passion pour les poètes de 1830. Il avait toujours dans sa poche un volume de Musset ou de Hugo, qu'il lisait en classe. Aussi, lorsqu'on lui passait un morceau de journal, le faisait-il circuler dédaigneusement sans vouloir même y jeter un regard. Puis il continuait la lecture de la pièce de vers commencée. Cela lui semblait monstrueux, qu'on pût se passionner pour des hommes qui se battaient. Mais une catastrophe qui bouleversa sa vie le fit brusquement changer d'opinion. Louis, qui venait d'échouer dans ses examens, s'engagea un beau jour. C'était un coup de tête qu'il méditait depuis longtemps. Il avait un oncle général. Il croyait être certain de faire son chemin sans passer par les écoles. D'ailleurs, après la guerre, il pourrait encore tenter d'entrer à Saint-Cyr. Lorsque Julien apprit la nouvelle, il resta foudroyé. Il n'était plus le gamin qui s'emportait contre la guerre, avec des arguments de demoiselle. Mais il gardait une répugnance insurmontable. Il voulut se montrer homme fort, et il réussit à ne pas pleurer devant nous. Seulement, dès que son frère fut parti, il devint un des plus acharnés à dévorer les journaux. Nous entrions au lycée, et nous en sortions ensemble. Nos conversations ne roulaient plus que sur les batailles probables. Je me rappelle qu'il m'emmenait chaque soir au jardin du Luxembourg. Il laissait ses livres sur un banc. Il traçait dans le sable toute une carte de l'Italie du Nord. Cela l'occupait de son frère. Au fond, il était éperdu à l'idée constante qu'on pouvait le lui tuer. Aujourd'hui encore, quand je m'interroge, j'ai peine à démêler de quoi était faite chez Julien cette horreur de la guerre. Il n'était pas lâche. Il avait seulement une répugnance pour les exercices du corps, mettant bien au-dessus les pures spéculations de l'esprit. Vivre une vie de savant ou de poète, dans une chambre close,
lui semblait le vrai but de l'homme sur cette terre, tandis que les agitations de la rue, les batailles à coups de poing ou à coups d'épée, tout ce qui développe les muscles, lui paraissait le fait d'une nation de sauvages. Il avait le mépris des Hercules de foire, des gymnastes, des dompteurs de bêtes. Je dois ajouter qu'il n'était point patriote. Nous l'écrasions de notre mépris à ce sujet, et je revois le sourire et le haussement d'épaules par lesquels il nous répondait. Un des souvenirs les plus vibrants de cette époque, qui soit resté en moi, est celui de la belle journée d'été où la victoire de Magenta fut connue à Paris. On était en juin, un mois de juin superbe, comme nous en avons rarement en France. C'était un dimanche. Nous avions fait le projet la veille, Julien et moi, d'aller flâner aux Champs-Élysées. Il était très inquiet de son frère, dont il n'avait pas reçu de lettre, et je voulais le distraire. Je le pris chez lui à 1 heure, puis nous descendîmes vers la Seine, de ce pas nonchalant des écoliers qui n'ont plus derrière eux la surveillance du maître d'études. Il faut connaître Paris par un de ces jours fériés de grosse chaleur. L'ombre noire des maisons coupe nettement la blancheur des pavés. Entre les façades closes, on ne voit qu'une bande de ciel, d'un bleu dur. Je ne sais pas d'endroit au monde où il fasse plus chaud qu'à Paris. Lorsqu'il fait chaud, c'est un embrasement, un étouffement d'asphyxie. Certains coins de Paris sont déserts, les quais entre autres, que les promeneurs abandonnent pour les bois de la banlieue. Et quelle adorable promenade pourtant, ces quais si paisibles et si larges, avec leur rangée de petits arbres touffus, et la coulée superbe de la rivière en bas, toute vivante, d'une population mouvante de bateaux. Nous étions donc arrivés à la Seine. Nous suivions les quais, à l'ombre des arbres. Des bruits légers montaient du fleuve, dont les eaux frissonnaient au soleil, avec un grand froissement de moires d'argent. Dans l'air de fête de ce beau dimanche, il y avait comme un souffle particulier. Paris positivement s'emplissait déjà de l'approche d'une grande nouvelle, que tout le monde, les maisons elles-mêmes, paraissaient attendre. La campagne d'Italie, si rapide, comme on le sait, avait débuté par des succès. Mais il n'y avait pas eu encore de bataille importante. Et c'était cette bataille que Paris, depuis 2 jours, sentait. La grande ville recueillie entendait le canon lointain. J'ai conservé nettement le souvenir de cette impression. Je venais de communiquer à Julien la sensation étrange que j'éprouvais en lui disant que Paris avait l'air drôle. Lorsqu'en arrivant au quai Voltaire, nous remarquâmes de loin devant la maison où l'on imprimait le Moniteur un petit groupe de gens en train de lire une affiche. Il n'y avait pas là plus de 7 ou 8 personnes. Du trottoir où nous étions, nous les apercevions qui gesticulaient, riant, élevant la voix. Nous traversâmes la chaussée vivement. L'affiche était une dépêche manuscrite, annonçant en 4 lignes la victoire de Magenta. Les pains à cacheter qui la fixaient au mur n'étaient pas encore secs. Évidemment, nous étions les premiers à savoir dans ce grand Paris endimanché. Des gens accouraient, et il fallait voir quel enthousiasme. On fraternisait tout de suite, on échangeait des poignées de main sans se connaître.
Un monsieur décoré expliquait à un ouvrier où la bataille avait dû avoir lieu. Des femmes riaient, avec de jolis rires, et paraissaient tentées de se jeter au cou des passants. Peu à peu, le groupe grandissait. On appelait de la main les promeneurs. Des cochers arrêtaient leurs voitures et descendaient de leurs sièges. Quand nous partîmes, il y avait là plus de 1000 personnes. Alors ce fut une magnifique journée. La nouvelle, en quelques minutes, avait gagné la ville entière. Nous pensions la porter avec nous, et elle nous devançait, car nous ne pouvions tourner une rue, longer une promenade, sans comprendre aussitôt à la joie des visages qu'elle était connue. Elle flottait dans le soleil, elle volait avec le vent. En une demi-heure, l'aspect de Paris changea. L'attente recueillie était devenue une explosion de triomphe. Nous nous promenâmes pendant 2 heures aux Champs-Élysées, parmi la foule qui riait d'aise. Les yeux des femmes avaient pris une beauté particulière. Et ce mot, magenta, sortait sonore de toutes les bouches. Cependant, Julien, bouleversé, restait très pâle, et je compris quelle était son angoisse secrète, lorsqu'il murmura « On rit aujourd'hui, mais combien pleureront demain ?» Il songeait à son frère. Je le plaisantais pour le rassurer. Je lui dis que Louis allait revenir capitaine. « Pourvu qu'il revienne, » reprit-il en hochant la tête. Dès que la nuit fut tombée, Paris s'illumina. À toutes les fenêtres, des lanternes vénitiennes se balançaient. Les plus pauvres avaient allumé des chandelles, et même j'aperçus des chambres dont les locataires s'étaient contentés de poser leurs lampes sur une table, dans l'embrasure de la fenêtre. La nuit était superbe. Tout Paris descendit dans la rue. Il y avait du monde assis sur les portes, d'un bout à l'autre des trottoirs, comme pour le passage d'une procession. On stationnait dans les carrefours, on s'écrasait dans les cafés et chez les marchands de vin, et les gamins tiraient des pétards qui mettaient dans l'air une bonne odeur de poudre. Je le répète, jamais je n'ai vu Paris plus beau. Ce jour-là, ce fut une rencontre de toutes les joies, du soleil, un dimanche et une victoire. Plus tard, Paris apprit la bataille décisive de Solferino, mais il ne retrouva pas le même enthousiasme, malgré la conclusion immédiate de la paix. Même le jour où les troupes rentrèrent, si la manifestation fut plus solennelle, elle n'eut pas cette spontanéité de joie populaire. On nous avait donné un congé de 2 jours après Magenta. Nous nous passionnions de plus en plus. Nous fûmes de ceux qui trouvèrent la paix trop hâtive. L'année scolaire tirait à sa fin. Les vacances arrivaient, avec leurs préoccupations enfiévrées de liberté. Et l'Italie, l'armée, les victoires, tout disparut alors dans la débandade de la distribution des prix. Je me souviens que cette année-là, je devais aller passer les vacances dans le Midi. Comme j'étais sur le point de partir, vers les premiers jours d'août, Julien me supplia de rester jusqu'au 14, date à laquelle avait été fixée la rentrée triomphante des troupes. Il était bien joyeux. Louis revenait avec le grade de sergent, et il voulait que j'assistasse au triomphe de son frère. Je lui promis de rester. On faisait de grands préparatifs pour recevoir l'armée, campée depuis quelques jours aux portes mêmes de Paris. Elle devait arriver par la place de la Bastille,
suivre toute la ligne des boulevards, descendre la rue de la Paix et traverser la place Vendôme. Les boulevards étaient ornés de bannières. On avait construit sur la place Vendôme d'immenses estrades pour les corps de l'État et les invités. Le temps fut splendide. Quand les troupes parurent le long des boulevards, une immense acclamation retentit. Sur les deux trottoirs, la foule s'écrasait, des têtes s'entassaient aux fenêtres, et les femmes agitaient leurs mouchoirs. Un grand nombre jetèrent aux soldats les bouquets de leur corsage. Cependant, les régiments défilaient toujours, du même pas cadencé, au milieu de bravos frénétiques. Les musiques jouaient, les drapeaux battaient dans le soleil. Plusieurs trouées de balles furent applaudis. Un surtout en lambeaux et décoré. Au coin de la rue du Temple, une vieille femme se lança tête baissée dans les rangs pour aller embrasser un caporal. Son fils sans doute. On faillit porter cette brave mère en triomphe. Des soldats pleuraient. Place Vendôme eut lieu la cérémonie officielle. Des dames en grande toilette, des magistrats en robe, des fonctionnaires en uniforme, applaudissaient avec plus de gravité. Il y eut des présentations et des compliments. Le soir au Louvre, dans la salle des États, l'empereur donna un banquet de 300 couverts. Au dessert, en portant un toast qui est resté célèbre, il s'écria : « Si la France a tant fait pour un peuple ami, que ne ferait-elle pas pour son indépendance ?» Parole imprudente qu'il a dû regretter plus tard. Julien et moi, nous avions vu défiler les troupes d'une fenêtre du boulevard Poissonnière. Il était la veille au camp. Il avait indiqué à Louis où nous serions. Aussi, lorsque son régiment passa, Louis leva-t-il la tête pour nous saluer d'un signe. Il était très vieilli, avec une figure brune et maigre. J'eus peine à le reconnaître. Il avait l'air d'un homme à côté de nous, fluets et blancs comme des femmes. Julien le suivit du regard aussi loin qu'il put, et je l'entendis murmurer les yeux en pleurs, secoué d'une émotion nerveuse. « C'est beau, c'est beau !» Le soir, je les trouvai tous deux dans un café du quartier latin. C'était une étroite salle, perdue au fond d'une ruelle, où nous allions d'habitude, parce que nous y étions seuls et que nous pouvions y causer à l'aise. Quand j'arrivai, Julien, les deux coudes sur la table, écoutait déjà Louis, qui parlait de Solferino. Il disait que jamais bataille n'avait été moins prévue. On croyait que les Autrichiens se repliaient et les armées alliées marchaient en avant, lorsque, le 24, brusquement, vers 5 heures du matin, on avait entendu le canon. C'étaient les Autrichiens qui, faisant volte-face, nous attaquaient. Alors avait commencé une série de combats, chaque division donnant à son tour. Toute la journée, les généraux s'étaient battus isolément, sans avoir aucune idée nette sur l'ensemble de la lutte. Louis avait pris part à un corps à corps terrible, dans un cimetière, au milieu des tombes. Et c'était même là tout ce qu'il avait vu. Il parla aussi de l'effroyable orage qui avait éclaté vers le soir. Le ciel s'en mêlait, le tonnerre fit taire le canon. Les Autrichiens durent abandonner la place sous un véritable déluge. On se canonnait depuis 16 heures,
et la nuit qui suivit fut pleine d'angoisse, car les soldats ignoraient de quel côté au juste était la victoire, et à chaque bruit dans l'ombre, ils croyaient que la bataille recommençait. Pendant ce long récit, Julien regardait toujours son frère. Peut-être n'écoutait-il pas, heureux simplement de l'avoir devant lui. Je n'oublierai jamais la soirée que j'ai passée de la sorte, dans ce café borgne si paisible, d'où l'on entendait le grondement de Paris en fête, tandis que Louis nous promenait à travers les champs sanglants de Solferino. Quand il eut fini, Julien dit tranquillement : « Enfin, tu es là, qu'importe le reste ?» Onze ans plus tard, en 1870, nous étions des hommes. Louis avait le grade de capitaine. Julien, après des tentatives diverses, s'était résigné à mener la vie oisive et s'y occuper des Parisiens riches, qui fréquentent le monde des lettres et des arts, sans jamais toucher eux-mêmes à une plume ni à un pinceau. Pour tout dire, il avait publié un recueil de vers, d'une bonne moyenne, et s'en était tenu là. Je le voyais parfois, il me donnait des nouvelles de son frère, qui menait en province la vie de garnison. Au premier bruit d'une guerre avec l'Allemagne, l'émotion fut grande. Si Napoléon III jeta la France dans cette guerre par un intérêt dynastique, il faut ajouter que la nation entière répondit à son appel. Je dis ce que j'ai vu et ressenti autour de moi. Les têtes s'échauffaient. On réclamait nos frontières naturelles du Rhin. On parlait de venger Waterloo, qui était resté comme un poids sur toutes les poitrines. Qu'une victoire eût ouvert la campagne, et la France aurait certainement acclamé cette guerre qu'elle devait maudire. Certes, Paris eût éprouvé une déception si la paix avait été maintenue après les séances orageuses du corps législatif. Le jour où la lutte devint inévitable, tous les cœurs battirent. Je ne parle pas des scènes qui eurent lieu le soir sur les boulevards, des bandes hurlantes, des cris poussés par des gens, payés peut-être, comme on l'a prétendu plus tard. Je dis seulement que des très honnêtes bourgeois, la grande majorité, pointaient déjà sur des cartes les étapes de nos armées jusqu'à Berlin. On allait reconduire les Prussiens à coups de crosse. Cette confiance absolue dans la victoire nous venait de l'époque où nos soldats s'étaient promenés en conquérant dans l'Europe entière. Aujourd'hui, nous sommes bien guéris de cette fanfaronnade patriotique et dangereuse. Un soir sur le boulevard des Capucines, comme je regardais passer des cohues d'hommes en blouse qui hurlaient « À Berlin! À Berlin !» je me sentis frappé sur l'épaule. C'était Julien. Il était très sombre. Je lui reprochais en riant son manque d'enthousiasme. « Nous serons battus, » me dit-il simplement. Je me récriai, mais lui hochait la tête, sans donner de raison. Il sentait cela, disait-il. Je lui parlais de son frère qui était déjà à Metz, avec son régiment. Alors il me montra une lettre qu'il avait reçue la veille, une lettre pleine de gaieté, dans laquelle Louis disait qu'il serait mort de la vie de garnison, si une campagne ne l'en avait tiré. Il jurait de revenir colonel et décoré.
Et comme je me servais de cette lettre pour combattre les idées noires de Julien, celui-ci se contenta de répéter « Nous sommes battus !» L'anxiété de Paris recommença. Je connaissais ce silence recueilli de la grande ville. Je l'avais déjà entendu en 1859, avant les premières hostilités de la campagne d'Italie. Mais cette fois le silence me parut plus frissonnant. Personne ne semblait douter de la victoire. Pourtant des bruits mauvais couraient, venus on ne sait d'où. On s'étonnait que nos armées n'eussent pas pris l'offensive, emportant tout de suite la lutte sur le territoire ennemi. Un après-midi à la Bourse, une grande nouvelle éclata. Nous avions remporté une immense victoire, pris un nombre considérable de canons, fait prisonnier tout un corps d'armée. Déjà les maisons se pavoisaient, les passants s'embrassaient dans les rues, lorsqu'on dut reconnaître la fausseté de la nouvelle. Il n'y avait pas eu de bataille. La victoire m'avait paru naturelle, dans l'ordre prévu des choses. Mais ce brusque démenti, cette duperie d'un peuple qui se réjouit trop vite et doit remettre son enthousiasme à un autre jour, me fit froid au cœur. J'éprouvais tout à coup une immense tristesse. Je sentis passer sur nos têtes le frisson d'un désastre sans exemple. Toujours je me rappellerai le dimanche sinistre. C'était encore un dimanche, et bien des gens durent évoquer le dimanche rayonnant de magenta. On était au premier jour d'août. Le ciel n'avait plus la gaieté jeune du mois de juin. Il faisait très lourd. De grands lambeaux de nuages orageux pesaient sur la ville. Je revenais d'une petite ville de Normandie, et je fus particulièrement frappé de l'aspect funèbre de Paris. Les dimanches d'été sont graves parfois, avec les rues désertes et les boutiques fermées. Mais ce dimanche-là avait une pesanteur de désespoir extraordinaire. Sur les boulevards, des groupes de 3 ou 4 personnes stationnaient, parlant à voix basse. Enfin, je sus l'abominable nouvelle. Nous venions d'être écrasés à Frèchevillers, et le torrent de l'invasion coulait en France. Jamais je n'ai vu une consternation si profonde. Paris entier était dans la stupeur. Comment était-ce possible? Nous étions vaincus. La défaite nous semblait injuste et monstrueuse. Elle ne nous frappait pas seulement dans notre patriotisme. Elle détruisait en nous une foi. Nous ne pouvions alors mesurer toutes les conséquences désastreuses de ce revers. Nous espérions encore que nos soldats prendraient leur revanche. Et pourtant nous restions anéantis. Il y avait une grande honte dans le silence désolé de la ville. La journée et la soirée furent atroces. Ce n'était plus la gaieté publique des jours de victoire. Les femmes ne souriaient plus d'un air tendre, et l'on ne fraternisait plus d'un groupe à un autre. La nuit tomba toute noire sur cette population désespérée. Pas un pétard dans les rues, pas un lampion aux fenêtres. Le lendemain matin, de bonne heure, je vis un régiment qui suivait les boulevards. Des gens s'arrêtaient d'un air morne, et les soldats passaient la tête basse, comme s'ils avaient pris leur part de la défaite. Rien ne m'attrista comme ce régiment que personne acclamait, à cette même place où j'avais vu défiler triomphalement l'armée d'Italie, tandis que les applaudissements de la foule faisaient trembler les maisons.
Alors commencèrent les jours maudits d'anxiété. J'allais toutes les 2 ou 3 heures à la porte de la mairie du 9e arrondissement, rue Drouot, où l'on affichait les dépêches. Il y avait toujours là des rassemblements, une centaine de personnes qui attendaient. La foule souvent refluait jusqu'au boulevard, et ces groupes n'avaient rien de bruyant. On parlait à demi-voix, comme dans la chambre d'un malade. Dès qu'un employé apparaissait pour mettre dans le tableau une dépêche manuscrite, on se précipitait. Mais depuis longtemps, les nouvelles étaient constamment mauvaises, et la consternation grandissait. Aujourd'hui encore, je ne puis passer rue Drouot sans songer à ces jours de deuil. C'est là, sur ce trottoir, que les Parisiens ont enduré la plus longue, la plus abominable des tortures. D'heure en heure, on entendait le galop des armées allemandes se rapprocher de Paris. Je voyais très souvent Julien. Il ne triomphait pas devant moi d'avoir prévu la défaite. Seulement, il semblait trouver logique et naturel tout ce qui arrivait. Beaucoup de Parisiens haussaient encore les épaules quand on parlait du siège de Paris. Est-ce qu'on pouvait assiéger Paris? Et certains démontraient d'une façon mathématique que l'investissement était impossible. Julien, par une sorte de prescience, qui m'a frappé plus tard, annonçait que le 20 septembre, nous serions bloqués. Il était resté l'écolier auquel les exercices du corps répugnaient étrangement. Toute cette guerre, en le dérangeant de ses habitudes, le mettait hors de lui. Pourquoi se battre, grand Dieu? Et il levait les mains au ciel dans un geste suprême de protestation. Cependant, il lisait les dépêches avec avidité. Si Louis n'était pas là-bas, répétait-il, je ferais des vers en attendant la fin de la bagarre. De loin en loin, il recevait une lettre de Louis. Les nouvelles étaient exécrables. L'armée se décourageait. Le jour où la bataille de Borny fut connue, je rencontrai Julien au coin de la rue Drouot. Ce jour-là, Paris eut un instant d'espoir. On parlait d'un succès. Lui, au contraire, me parut plus assombri que de coutume. Il avait lu quelque part que le régiment de son frère s'était héroïquement comporté, mais qu'il avait subi des pertes cruelles. 3 jours après, un ami commun vint m'apprendre l'affreuse nouvelle. Une lettre, la veille, avait annoncé à Julien la mort de son frère, tué à Borny par un éclat d'obus. Je courus immédiatement chez le pauvre garçon, mais je ne trouvai personne. Le lendemain matin, j'étais encore au lit, lorsqu'un grand jeune homme, habillé en franc-tireur, entra. C'était Julien. J'hésitais à le reconnaître. Puis je le serrai dans mes bras, je l'embrassai de tout mon cœur, les yeux pleins de larmes. Lui ne pleurait pas. Il s'assit un instant. Il fit un geste comme pour arrêter mes consolations. « Voilà, me dit-il tranquillement, j'ai voulu te dire adieu. Maintenant que je suis seul, je m'ennuierais à ne rien faire. Alors comme j'ai appris qu'une compagnie franche allait partir, je me suis engagé hier. Ça va m'occuper. »« Et quand quittes-tu Paris ?» lui demandai-je. « Mais dans 2 heures. Adieu. » Et à son tour il m'embrassa.
Je n'osais le questionner davantage. Il partit. Son souvenir ne me quitta plus. Après le désastre de Sedan, quelques jours après l'investissement de Paris, j'eus des nouvelles de lui. Un de ses camarades vint m'apprendre que ce garçon, si blanc et si fluet, se battait comme un loup. Il faisait aux Prussiens une guerre de sauvages, guettant derrière les buissons, se servant du couteau plus que de son fusil. Pendant des nuits entières, il restait à l'affût. Il attendait les hommes comme un gibier, trouait la gorge de tous ceux qui passaient à sa portée. Ce récit me bouleversa. Je ne reconnaissais plus Julien. Je me demandais s'il était possible que ce poète nerveux fût devenu un boucher. Puis Paris fut isolé du reste du monde. Le siège commença, avec ses somnolences et ses fièvres. Je ne pouvais sortir sans me rappeler Aix par les soirs d'hiver. Les rues étaient désertes, les maisons s'endormaient de bonheur. Il y avait bien au loin des bruits de canons, de fusillades. Mais ces bruits étaient comme perdus dans le silence morne de l'immense ville. Certains jours, lorsque passait un brusque souffle d'espoir, toute la population s'éveillait, oubliant les longues stations devant les boulangers, le rationnement, les cheminées froides, les obus qui pleuvaient sur les quartiers de la rive gauche. Puis un désastre nouveau stupéfiait la foule, et le silence recommençait, ce silence d'une agonie de capitale. J'ai vu pourtant pendant ce long siège des coins de bonheur tranquilles, des petits rentiers qui n'avaient pas abandonné leur habituelle promenade au pâle soleil d'hiver, des amoureux qui se souriaient dans une chambre perdue de faubourg, sans entendre le canon. On vivait au jour le jour. Toutes les illusions étaient par terre, et l'on comptait sur des miracles. Un secours venu des armées de province, une sortie en masse de la population, quelque intervention prodigieuse qui se produirait à l'heure marquée. J'étais un jour aux avant-postes, lorsqu'on amena un homme qu'on avait trouvé dans un fossé. Je reconnus Julien. Il se fit conduire près d'un général, auquel il donna de nombreux renseignements. Je ne l'avais pas quitté, et nous passâmes la nuit ensemble. Depuis septembre, il n'avait plus couché dans un lit, s'entêtant à son métier d'égorgeur. Il fut très sobre de détails, haussant les épaules, me disant que toutes ses expéditions se ressemblaient. Il tuait le plus de Prussiens possible, et il les tuait comme il pouvait, à coups de fusil ou à coups de couteau. Selon lui, c'était en somme une vie très monotone, beaucoup moins dangereuse qu'on ne croyait. Il n'avait couru un danger réel qu'un jour, où des Français l'avaient pris pour un espion et avaient voulu le fusiller. Le lendemain, il parla de repartir, à travers champs, à travers bois. Je le conjurai de rester dans Paris. Il était assis chez moi. Il ne semblait pas m'écouter. Puis il dit tout d'un coup : « Tu as raison, c'est assez. J'en ai tué mon compte. » 2 jours plus tard, il m'annonça qu'il venait de s'engager dans les chasseurs à pied. Je fus stupéfait. N'avait-il donc pas assez vengé son frère ? L'idée de patrie s'était-elle éveillée en lui ? Et comme je souriais en le regardant, je remplace Louis.
je ne puis être que soldat, me dit-il simplement. Ah, la poudre grise! La patrie, vois-tu, c'est la terre où dorment ceux que nous avons aimés.